Okay, so I'm going to introduce now Dr. Michel Racine. Michel Racine est professeur titulaire spécialisé en gestion des ressources humaines au département des relations industrielles à la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval. Ses intérêts de recherche portent sur la gestion de la diversité culturelle en milieu de travail, l'intégration en emploi de la main-d'œuvre immigrante et la méthodologie de recherche qualitative. Il s'intéresse aussi aux notions d'interculturalité au travail et la culture appliquée notamment dans le domaine de la santé et en région. Il dispense des cours de gestion des ressources humaines stratégiques et culture organisationnelle aux 3 cycles et en contexte interdisciplinaire. Il est membre de l'équipe de recherche en partenariat sur la diversité et l'immigration dans la région de Québec, du Living Lab Camélia, est membre administrateur de l'Association internationale pour la recherche interculturelle. Bienvenue. Merci beaucoup pour la présentation. Aujourd'hui, c'est intéressant parce que on est comme, je trouve que hier, on a eu un cumul de beaucoup d'informations et j'espère que la communication que je vais vous présenter aujourd'hui va être une étape supplémentaire pour pouvoir parler certainement de l'enjeu principal, d'un des enjeux principaux qu'on traite dans le cadre de ce colloque-ci, c'est-à-dire la fidélisation. Je vais vous présenter une étude à ce sujet-là, mais aller un peu plus loin sur cette idée-là de capacité, développer un petit peu plus là, cette notion-là et de voir dans quelle mesure, et c'est ma proposition aujourd'hui, dans quelle mesure est-ce que les communautés et les organismes qui les représentent dans le cadre de la prestation de services et de soins et de services de santé dans des régions du Québec, font en sorte d'accroître ce que je vais appeler les capacités, non seulement les capacités des employés, mais aussi les capacités organisationnelles. Donc voilà, je vais vous présenter les fruits d'une étude, de plusieurs réflexions là, qu'on a pu tenir ensemble. Cette présentation-là, je ne la fais pas seule, je la fais aussi avec 2 autres collègues. Donc, Isabelle Feilloux, qui est ma collègue et qui est ergonome également. J'ai travaillé aussi avec une étudiante qui est également ergonome, Sonia Paquette-Martel, qui a réalisé une étude fort intéressante et c'est intéressant parce que le thème du colloque, c'est celui de la rétention et Sonia a été suffisamment convaincante après avoir fait une bonne revue de littérature sur le thème de me faire passer de l'idée non pas de rétention, parce que je vous avoue, des présentations comme celle-ci, j'en ai fait en France et le thème rétention en Europe continentale a de quoi surprendre, parce que la rétention, c'est retenir les gens dans un lieu et il existe des centres de rétention justement pour des gens qui sont en situation irrégulière, notamment en France. Alors, je vais utiliser le terme fidélisation. J'ai été suffisamment convaincu. D'autres collègues aussi travaillent sur ces questions-là pour parler de fidélisation, qui implique un processus, justement, pour faire en sorte que les gens demeurent à l'emploi du système de santé, mais que ça représente un processus qui est en continu. Merci aussi aux personnes là, qui ont passé en revue ma présentation également, des partenaires. Là, quand vous allez voir JHSB, c'est Jeffrey Hill St. Bridget. Je pense que tout le monde connaît cet établissement-là. On va faire une distinction entre le terme établissement et puis installation dans quelques instants. Mais le Jeffrey Hill St. Bridget est donc un établissement qui est partenaire depuis un bon bout de temps dans mes recherches. Donc, Jeffrey Hill St. Bridges, donc, qui est un établissement regroupé au CIUS de la capitale nationale. Quand je parlais de la capitale nationale, c'est celle du Québec. On a dit qu'on parlait du Québec aujourd'hui. Donc, le nom de la région, c'est capitale nationale. Et on ne fera pas référence à Gatineau ni à Ottawa.
Donc, une étude qui a été financée initialement par MITAX, mais aussi d'autres volets ont également été financés par Dialogue McGill. J'en profite vraiment pour remercier tout l'appui que j'ai pu avoir de la part de quelqu'un que je croyais être francophone, Mme Jacqueline Vachon, qui écrit très bien en français en passant, et qui nous a appuyés dans plusieurs étapes. On a eu des difficultés, la recherche s'est tenue. On fait cette recherche-là depuis 2019. Alors, on a passé à travers la pandémie. Elle a débuté cette recherche-là durant la pandémie. Il y a des terrains qui ne nous ont pas été accessibles tout de suite. Et dans une confiance qu'on nous a donnée après une deuxième demande, là, on a pu retourner dans ces terrains-là où on a été très bien accueillis, en Outaouais, là, en l'occurrence. Donc, sommaire de la présentation, écoutez, c'est assez classique. Quelles sont nos intentions premières, le contexte, un bref cadre théorique. On va parler de capacitation, des participants qui ont contribué, un peu plus d'une centaine à notre recherche, un peu partout au Québec, là, vous allez le voir. Des résultats, j'aime bien dire des résultats, là, on est rendu à une étape où on remanie beaucoup nos résultats pour les présenter de façon adaptée à différents publics. J'espère que ce qu'on va pouvoir vous présenter sera pertinent. Et une conclusion que je veux ouverte également, parce qu'on n'a pas fini de parler de capacitation ni de fidélisation du personnel. Brève mise en contexte. Bon, on est au Québec, donc la minorité linguistique, c'est la minorité anglophone. Le droit des usagers, on en a parlé hier, réaffirmons-le. Il y a 12 droits, hein, bien, c'est 10 ou 12? 12 droits qui régissent notre système de santé. Et l'un de ces droits-là, c'est de pouvoir recevoir des services en anglais. Mais la loi vient atténuer cette prestation de service-là en disant donc dans l'accessibilité à ces services dépend donc de l'organisation des ressources. On a parlé hier aussi, on a lancé le terme également, là, quand on parle d'installation désignée d'expression anglaise, là, ça fait en sorte que certains employés qui offrent une prestation de service directe aux patients, aux résidents, hein, on peut assigner donc à leur poste un requis d'anglais. Alors ça va... j'allais dire, je suis professeur en relations industrielles, là, ça prévaut là, donc sur les conventions collectives, mais ce droit-là est un droit qui est relativement bien régi et qui est relativement encadré. Donc, différents établissements ou différentes installations, pardon, avec qui on a pu réaliser cette recherche-là. D'abord et avant tout, le Jeffrey Hill St. Bridget's, comme je le disais tout à l'heure. Le Jeffrey Hill St. Bridget's, qui est un peu aussi, et vous allez voir que ça vient teinter quelque chose, là. On est dans et c'est reconnu par la loi, ça a passé à travers les réformes Barrette et réformes aussi Dubé également. Vous allez voir, c'est le seul établissement dont on présente le nom à l'intérieur de la loi. Richard, tu me confirmes ça, là, où il y a 3 articles qui viennent reconnaître donc le statut d'établissement du Jeffrey Hill St. Bridget's et qui fait en sorte qu'on peut mettre en place ce qu'on appelle une co-gouvernance. Hein. Donc, les gens de l'organisation qui représente la communauté, les partenaires Jeffrey Hill, hein, le bureau de la direction est en face du bureau de la direction de l'établissement Jeffrey Hill St. Bridget's. Donc, on a un partenariat ici qui se traduit quotidiennement sur une collaboration et on peut parler ici donc d'une co-gouvernance de cet établissement-là. Donc, on a eu d'autres installations également avec lesquelles on a collaboré. En Outaouais, 3 autres installations en Basse-Côte-Nord également. Dans les Laurentides, toute petite installation
désigné d'expression anglaise, qui est un CHSLD d'une trentaine d'employés. Et également, on a été présent également en Gaspésie. Vous allez voir qu'on tente de diversifier le plus possible les terrains où on a été actif pour accroître donc la diversité des réponses ou des contextes là, qu'on a étudiés. Alors, en Gaspésie, il n'y a pas d'installation désignée d'expression anglaise. On a des services indiqués, mais ça fait en sorte que les employés qui œuvrent et qui doivent desservir la communauté anglophone, qui n'est pas négligeable, hein, on va le voir dans quelques instants, en Gaspésie, hein, qu'il faut faire il faut avoir suffisamment d'employés hein, qui maîtrisent l'anglais. La sélection de ce personnel-là ne se déroule pas de la même façon comparativement dans les milieux d'installation désignés d'expression anglaise. Des enjeux qui nous ont intéressés dans le cadre de cette étude-là, dès le début, on répondait à une commande du Jeffrey Hill St. Bridget's. Il y avait des enjeux autour de la dotation, staffing, hein, en anglais. Alors, on ne parlera pas de recrutement. En France, on parle de recrutement, c'est comme s'il y avait tout le grand processus de dotation. Moi, quand je donne mes cours de base en gestion des ressources humaines, on parle de la dotation puis le recrutement. C'est une étape parmi tant d'autres. On va les rapidement dans quelques instants, on va voir chacune de ces étapes-là qui ont structuré notre étude. Alors, des enjeux qui ont été soulevés dès 2018-2019, quand on a commencé à parler de ce projet-là, autour de 4 grands groupes qu'on a étudiés, puis qui étaient à l'époque là, vraiment en pénurie importante. Et donc, un des enjeux, doter le personnel maîtrisant les langues officielles. À Québec, certainement, vous allez le voir tout à l'heure, c'est un milieu qui est très, très francophone, majoritairement francophone. Le défi, c'est de maîtriser l'anglais. Mais quand on est allé dans des régions, je vais les appeler les régions frontières, hein, aux frontières d'autres provinces, aux frontières d'autres provinces qui adjacentes au Québec, bien, parfois, dans certains endroits, c'était la maîtrise du français là, qui devait être évaluée également. Donc, enjeu autour de la dotation, enjeu autour de la fidélisation de ce personnel-là. Des moyens, des voies, là, on tente d'aller un petit peu plus loin là-dessus pour développer les capacités de ce personnel-là. On va faire poindre notre réflexion vers ces notions-là de capacitation dans quelques instants. Et aussi, et ça, dès le début, je tenais à... pour avoir côtoyé longtemps, donc, en particulier les gens du Jeff, de voir quel est le rôle de la communauté francophone pour répondre, de la communauté anglophone, pardon, pour répondre à ces deux enjeux-là. Alors, je suis parti d'une conviction, ce que j'ai tenté de faire, ce que nous avons tenté de faire avec plusieurs étudiantes, c'est d'aller voir dans quelle mesure il y a cette présence-là et qui peut contribuer donc à répondre à ces grands enjeux-là de dotation et de fidélisation. Cadre théorique, brièvement, une des choses de base qu'on montre à nos étudiants en gestion des ressources humaines, certains, c'est un modèle de base d'auteurs, Bamberger et Meshulam, qui nous disent, dans les grandes catégories de stratégies RH pour lesquelles on peut opter. Du côté droit, on a les modèles axés sur le capital humain, hein, sur ces personnes-là qu'on va intégrer à l'intérieur des organisations, dont on va tenter de prendre soin, dont on va tenter de développer également les compétences, et puis dans une visée beaucoup plus durable, hein, pour qu'ils soient avec nous longtemps dans nos organisations. Et un autre modèle, donc axé davantage sur la flexibilité, ce qu'on appelle les modèles, nos économistes du travail vont parler du marché axé sur le marché externe, où on fait appel de manière ponctuelle à des personnes qui sont en mesure de nous offrir des services qu'on met sous contrat
prestation de service, et puis ensuite de ça, c'est merci, bonjour, et puis on vous souhaite bonne chance pour aller trouver, pour pouvoir réaliser d'autres contrats ailleurs, chez d'autres employeurs. Donc, un modèle sur deux axes, gauche-droite, je viens de l'expliquer. Plus bas, on est dans des modèles où davantage on a un contrôle, une surveillance de l'exécution du travail, et vers le haut, une valorisation davantage de l'autonomie des travailleurs, et où on évalue le travail aussi selon les résultats, beaucoup moins selon la conformité de l'exécution du travail. Alors, notre système de santé a fait un mouvement particulier pour aller donc de stratégies qui sont davantage secondaires, avec nos agences de placement qu'on tente de mettre de plus en plus de côté, donc pour passer d'une stratégie davantage de contingence pour aller davantage vers une stratégie ou un ensemble de stratégies de mobilisation qui implique aussi du partenariat également. Quand on pense à partenariat, on pense à partenariat patron-employé principalement, mais dans le système de santé, moi j'ai la conviction qu'on peut inclure aussi dans ce partenariat-là également communautés, et particulièrement les organismes qui représentent ces communautés-là. Qu'est-ce qu'on entend par capacitation organisationnelle? Quelques notions, ou du moins quelque chose d'intuitif à comprendre. On est encore dans un modèle à cadran, comme on le voyait tout à l'heure, avec un axe vertical. Commençons avec l'axe vertical, où vers le bas, on est avec des travailleurs qui sont davantage dévalorisés pour aller, plus on va vers le haut, vers des salariés qui s'investissent dans leur travail. L'autre axe qu'on voit à l'horizontale, on est avec une charge de travail qui est jugée excessive pour les travailleurs. Et puis, si on tente d'aller vers une forme d'idéal que propose ce modèle-là, c'est d'aller vers des salariés qui vont être en bonne santé et qui vont pouvoir réaliser une charge de travail qui est raisonnable. Et donc, l'idéal de la capacitation, c'est d'aller vers le haut, d'aller d'une situation qui est plus difficile, où les travailleurs vont construire donc leur expérience tout au long de leur vie professionnelle, puis aller vers donc des salariés qui sont compétents, donc en mesure de réaliser leur travail, rester en bonne santé, mais aussi donc avoir l'opportunité, l'occasion de s'investir dans le cadre de leur emploi. Une littérature qui a émergé surtout en France. Quelques auteurs québécois s'intéressent à ça aussi. Je vous quelques extraits intéressants là-dessus. Concernant la charge de travail, si on regarde davantage vers la gauche, c'est une organisation en capacitation ou une organisation capacitante va tenter donc de réduire, je les ai mis un peu plus en gras, de réduire donc les déficiences durables ou des effets psychologiques négatifs. Donc, toujours dans cette idée-là d'aller davantage vers cet idéal-là qui est proposé. Si on regarde vers la droite, votre droite, typiquement, on a des individus donc qui vont se saisir des ressources proposées, porter un regard sur la manière dont les environnements de travail peuvent leur offrir des opportunités. À la verticale, donc, développer donc de nouveaux savoir-faire, élargir donc des possibilités d'action et aller vers cette organisation-là capacitante. Si on regarde dans le coin supérieur droit, des environnements donc, qui vont être favorables au développement du pouvoir d'agir des individus. Tout ça a l'air bien idéaliste. Retournons sur le terrain avec cette étude-là qu'on a pu réaliser, où on a pu interviewer, comme je vous le disais, une centaine de personnes, mais vraiment de groupes différents.
qui a participé? Je vous parle des régions qu'on est allé visiter. Madame Loisel vous a dit tout à l'heure que je fais partie de l'EDIC, donc une équipe de recherche qui s'intéresse à l'étude donc de la diversité culturelle, de l'immigration dans les régions du Québec. Alors, pour nous, les régions, c'est ce qui est hors Montréal. Alors, je suis bien conscient que je suis à Montréal, mais on s'est intéressé aux régions à certaines régions donc du Québec, hors de Montréal. Donc, ces 5 régions-là, donc que je vous ai énumérées tout à l'heure. Donc, Québec, d'abord et avant tout. Peut-être que j'aurais pu aussi, là, ici, on a un détail ici sur Québec, là, on aurait dû élargir le cercle davantage parce que la communauté d'expression anglaise est très présente, un peu plus vers le nord de la région, hein, dans la MRC de Jean Cartier. Alors, dans une prochaine présentation, j'élargirai le cercle pour pouvoir dire que c'est des longues distances qui sont à couvrir. Ça fait partie d'un enjeu de gestion là, pour le Jeffrey Hesson Bridget. Autre région également, il y a un tout petit point là, qui est apparu ici dans les Laurentides, donc dans le volet 1. Ça a été le Jeffrey Hesson Bridget qui a été étudié. Dans le volet 1, on a tenté d'étudier les Laurentides et l'Outaouais. Durant la pandémie, très difficile d'aller en Outaouais. Volet 2, on s'y repris et puis on a pu y accéder. Donc, l'Outaouais, où est-ce qu'on est allé essentiellement, quand on regarde là où se trouvent les installations désignées d'expression anglaise, on est dans la région, typiquement dans la région du Pontiac. Il y en a d'autres aussi, là. Il y en a une ou deux autres là, dans le Nord. Je sais qu'il y a des gens de Gatineau ici, mais nous, j'allais dire, le RLS, hein, le réseau local de services auquel on s'est intéressé, c'est davantage celui du Pontiac, là où il y a à peu près une dizaine d'installations désignées d'expression anglaise. Autre région à laquelle on s'est intéressé, la Gaspésie. On s'est concentré surtout sur Baie-des-Chaleurs, Côte-de-Gaspé. On aurait pu aller davantage vers la Restigouche ici, mais l'intérêt qu'on a porté, nous, dans le cadre de notre étude, c'est davantage les communautés anglophones établies. Si on avait voulu étudier la prestation de services pour les communautés autochtones, qui sont anglophones pour l'essentiel en Gaspésie, il aurait fallu suivre un autre protocole de recherche. Mais les communautés d'expression anglaise auxquelles on s'est intéressé, ce sont les communautés donc établies dans ces régions-là. Donc, qui sont établies durant à peu près les 100-200 dernières années. Et une autre région à laquelle on s'est intéressé aussi, la basse Côte-Nord. On a tenté d'y aller. Merci d'avoir offert le supplément d'ailleurs hein, dans le volet 2, là, mais voilà, on n'a pas pu. On aurait aimé pouvoir aller en basse Côte-Nord. Il a fallu s'y rendre en avion, mais il a fallu faire notre étude essentiellement à distance. Donc, région auxquelles on s'est intéressé, beaucoup de diversité. Je vais passer assez rapidement sur ce tableau-là, même s'il y a beaucoup d'informations. On m'a déjà fait la critique, colonne 2, on m'a déjà fait la critique, peut-être Jennifer me fera la critique. Les statistiques devraient être celles, le PLOP, hein, la première langue maternelle, parlée. Alors, ça pourrait faire varier, là, en révisant cette colonne-là, ça pourrait faire varier de quelques dixièmes de % ce qui vous est présenté. Alors, donc, on est dans des régions où les concentrations des personnes, dans ce cas-ci, où la langue maternelle et l'anglais est fort variable. Des installations, un certain nombre d'installations désignées qui varient également. Donc, à Québec, 2 installations, un seul établissement. J'en parlais il y a quelques instants. Les Laurentides, une seule installation. En Outaouais, davantage. En Gaspésie, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y en a pas. Et sur la Côte-Nord, là,
on en a plusieurs. Des employés, donc, qui ont des postes, pour la majorité, avec des requis de bilinguisme. Vous avez les chiffres ici. Du côté de la Gaspésie, puisqu'on n'a pas d'installation désignée, bien, on a à peu près, quand on est allé visiter, on nous a dit qu'il y avait au moins un bon 200 employés qui parlaient anglais, mais dont les postes ne peuvent pas avoir de requis comme tels. Peut-être que certains en ont, mais pour la majorité, quand on embauche, on demande l'anglais comme étant un atout, là. Voilà, les lieux qu'on a étudiés, le nombre de personnes aussi qu'on a pu interviewer. On est allé sur place partout. Je vous avoue que ça fait une grande différence entre faire des entrevues à distance et aller sur place, là. On a été très bien reçus dans les 4 régions que vous voyez là, dans la partie supérieure, et la Côte-Nord a été étudiée à distance. Méthodologie, je vous le disais tout à l'heure, en lien avec nos enjeux. Quand on va parler de dotation, on va parler de ce qui serait question de PMO, de planification de la main-d'œuvre. On s'est intéressé à cette étape-là de préparation qui est importante et qui est formalisée aussi dans notre système de santé. L'étape du recrutement comme tel, c'est-à-dire diffuser nos offres d'emploi, la sélection comme telle, l'accueil également. À la fois, donc, quand on s'est intéressé à l'accueil, on a posé des questions aux gestionnaires, on a posé des questions aux employés, comment est-ce qu'ils avaient été accueillis, et on s'est intéressé aussi à l'accueil également dans le cadre de la communauté. Vous allez avoir des résultats là-dessus dans quelques instants. Et comment s'est déroulée aussi l'intégration par la suite. L'intégration qui nous permet de parler, comment ça se déroule dans votre milieu de travail. Et la rétention, fidélisation, on s'est intéressé aux points, j'allais dire, qui sont hors, beaucoup moins conventionnés. Donc, on ne s'est pas intéressé à la rémunération comme telle, comme facteur de rétention, mais dans le cadre de cette présentation aussi, on va parler de développement des compétences et puis d'évaluation également du rendement. Et de la part de la communauté anglophone régionale. Donc, les catégories auxquelles on s'est intéressé, d'abord les professionnels. On a une définition assez large des professionnels, travailleurs sociaux, ergo, INALO. C'est pas, je veux dire, ce groupe-là son énumération n'est pas exhaustive, mais on s'est intéressé aussi aux techniciens, également en éducation spécialisée qu'on a pu rencontrer. Également, qu'on a mis dans cette grande catégorie-là. Les infirmières, évidemment, et de tous les niveaux. Préposés aux bénéficiaires, PAB, préposés aux bénéficiaires. Encore une fois, on a essayé d'avoir une certaine diversité parmi les personnes qu'on a pu interviewer. Puis les agents administratifs qui, à l'époque du début de l'étude, là, étaient rares, qui étaient également en situation de pénurie. Et puisqu'il était question de rétention, de fidélisation, à la fin des entrevues, une des questions centrales qu'on posait, en particulier aux employés, c'est est-ce que vous avez l'intention de quitter votre milieu d'emploi? Puis on a eu des réponses assez sincères là, après avoir eu des échanges significatifs, là. On a interviewé donc aussi, je le disais tout à l'heure, des gestionnaires, à la fois des gestionnaires professionnels des ressources humaines. En bas complètement, également des représentants de communautés. On a rencontré toutes les directions et puis à l'occasion, il y avait une participation d'un ou d'une adjointe à ces entrevues-là. Entre les deux, l'étudiante Sonia a pris l'initiative de rencontrer de manière périodique aux 2 semaines des supérieurs immédiats d'employés. Pour voir, mais justement, quand il est question de fidélisation, un des acteurs centraux de la fidélisation, ou un des facteurs à prendre en compte, c'est la qualité de cette relation-là établie entre employés puis leurs supérieurs immédiats. Donc, elle est allée en rencontrer.
un bon nombre de gens qui étaient prêts donc à la voir dans de courtes entrevues, 8 entrevues, 8 rencontres à chaque 2 semaines pour traiter d'abord de fidélisation, l'idée qui se faisait de la fidélisation. Ensuite de ça, traiter dans des thèmes qui sont découpés de la fidélisation, donc, parmi les thèmes, puis qui vont faire l'objet aussi de résultats que je vais vous présenter, on a parlé de la charge de travail, des supérieurs même, et comment est-ce qu'ils géraient aussi la charge de travail de leurs employés, de reconnaissance également, de soutien social, d'autres thèmes également là, que je ne développerai pas ici, puis pour voir par la suite dans quelle mesure leur définition dans une dernière rencontre, après avoir élaboré là-dessus, dans quelle mesure leur définition de la rétention de la fidélisation avait évolué. Il n'y a pas eu une grande évolution. Je pense que c'est un enjeu là, qui était fortement, j'allais dire, présent dans le travail de nos supérieurs immédiats. Bon, enfin, les résultats. Pour essayer de voir, de discerner, vous allez voir, il y a des résultats sur la fidélisation, mais aussi on tente de discerner des voies possibles de capacitation communautaire ici. C'est des expérimentations intéressantes sur ce plan-là. Et puis, on va tenter d'en rendre compte ici. Je parle d'expérimentation concluante, mais je parlerai davantage, pour être un peu plus humble là-dessus, des expérimentations heureuses qu'on a pu constater, mais aussi certains facteurs d'obstacles. Avant donc d'aborder, dans l'ordre que je vous ai présenté tout à l'heure, je me suis intéressé au discours de ces organismes-là par rapport aux enjeux du système. Souvent, on vient parler du système qui correspond au système de santé par les organismes communautaires. Souvent, le discours allait des reproches, donc développés autour des conditions de travail qu'on déplorait à l'intérieur même du système, du peu de proximité que permettait l'emploi à l'intérieur du système pour pouvoir côtoyer certains membres de la communauté. On faisait davantage référence, j'imagine, à des gens qui étaient hors CHSLD, par exemple, hors contexte de soins de longue durée. Alors, reproche d'un côté, puis une compréhension dans le discours, compréhension des défis du système, où la réaction est un peu double. Un soutien de l'interne de certains organismes en prenant certaines décisions, mais toujours dans cette idée-là, dans la mesure de nos moyens. Et une deuxième voie, non seulement de compréhension, mais où, et ça s'applique ici au Jeffrey Hill St. Bridget's, vous allez voir dans quelques instants, où on tente de soutenir de l'intérieur davantage le système, dans un contexte particulier, celui de soins de longue durée. Alors, on commence donc processus de gestion des ressources humaines dans la planification de la main-d'œuvre, présence de la communauté. Quand on regarde d'où viennent nos bassins de candidature, bien, c'est intéressant de voir que la communauté peut être considérée, les membres de la communauté en général peuvent être considérés comme étant un bassin de candidature intéressant. Et dans les régions défavorisées, qu'on est allé étudier, bien, voilà on peut trouver donc des candidats qui pouvaient occuper des postes moins qualifiés. Voilà, on y revient un petit peu plus loin. Des emplois, et aussi, ça c'est intéressant aussi, des mouvements également entre systèmes et organismes. Donc, des gens qui partaient des organismes pour aller à l'intérieur du système, meilleures conditions salariales, mais aussi des témoignages de gens sortant du système pour pouvoir se rapprocher de la communauté, avoir sans doute d'autres conditions de travail et allant donc vers les organismes. Une des initiatives aussi du Jeff et puis
dans la salle, s'il y a d'autres initiatives du même type qui existent, là, j'aimerais bien ça qu'on puisse en parler. Mais voilà, les partenaires Jeffrey Hale ont à leur emploi des techniciens de loisirs, corrigez là-dessus, des techniciens de loisirs qui sont présents dans le CHSLD d'expression anglaise, le St. Bridget's Home, et qui sont donc rémunérés, même conditions de rémunération que dans le système de santé, mais donc embauchés par les partenaires mêmes, financés à même les fondations, pour pouvoir donc offrir un service supplémentaire donc aux résidents du CHSLD. Donc ça, je trouve que c'est intéressant, vraiment intéressant là, comme pratique constatée, et qui vient aussi, ça c'est intéressant, qui vient aussi quand on parle de capacitation, qui vient, et on le verra dans quelques instants, où il y a une collaboration donc entre ces personnes-là et à l'intérieur même du milieu, hein, ces gens-là travaillant de manière, en contexte interdisciplinaire assez dense, donc, et qui viennent également appuyer les collègues, donc employés intra-système pour pouvoir donc offrir des services donc, qui, on souhaite, je le crois, là, sont améliorés pour les résidents. Autre aussi, ça j'y pensais aussi dernièrement, il y a ce qu'on appelle les navigators en anglais, qui sont des services fort prisés, fort appréciés, pour ne pas dire nécessaires, hein, de la Côte-Nord. On a vu, par exemple, dans la Côte-Nord, des gens qui, lorsqu'ils doivent recevoir des services hors de la région, bien, qui sont accompagnés par une personne qui a des compétences à la fois pour pouvoir parler, hein, évidemment, qui va maîtriser l'anglais, embauché par la communauté, et puis qui va pouvoir accompagner donc les patients pour recevoir des soins hors de la région. Alors ça, ce sont des organismes donc qui postent des employés à l'interface du système ici. Et ce qu'on me disait aussi dernièrement, c'est que ces postes-là pourraient être en partie aussi financés par le système de santé, parce qu'ils offrent un service qui est vraiment important. Donc, planification de la main-d'œuvre, communauté, planification de la main-d'œuvre périodique. La loi nous dit qu'aux 3 ans, il faut faire une PMO, hein, de l'ensemble des personnes dont on a besoin dans les prochaines années à l'intérieur de chaque établissement. Ce qu'on a vu, c'est qu'essentiellement, la planification de la main-d'œuvre vient considérer essentiellement les personnes en âge de procréer. Les congés d'invalidité aussi sont pris en compte également, mais que dans aucun endroit, il y avait une planification faite selon la maîtrise des langues officielles, hein, qui permettrait davantage de mieux planifier donc l'embauche les prochaines embauches des employés. Donc, il y a des demandes des organismes en ce sens-là. Les suivis, on a peu entendu parler de suivi, sauf dans un RLS là, dans la région de l'Outaouais. Donc, cette idée-là, c'est de pouvoir tenir compte, hein, de manière un peu plus anticipée des besoins. Il viendrait contribuer donc à accroître donc, la capacitation des organisations et de prévenir cette idée-là de sursollicitation des employés, de ces fameux, ceux qu'on appelle là, les bilingues de service, qui, comme on le dit hier, peuvent être très sollicités dans le cadre de leur emploi, plus que leurs collègues. Recrutement, étape recrutement. Diffusion des offres d'emploi. La communauté va contribuer à diffuser des offres d'emploi, majoritairement pour des postes moins qualifiés, de préposés aux bénéficiaires, ce qui permet de voir des évolutions de carrière intersecteurs. Écoutez, on a rencontré, nous, un préposé aux bénéficiaires très heureux de son travail, mais qui anciennement était un travailleur forestier. Alors, au lieu de s'occuper des arbres, bien là, il s'occupait des personnes, puis il était très heureux dans le cadre de son nouvel emploi. On a appuyé
sa formation pour qu'ensuite de ça, il puisse donc passer d'un secteur qui est fragilisé ces temps-ci vers un emploi qui contribue à améliorer son propre sort. Recrutement aussi, la communauté participe également, donc, où ces organismes, on a vu ça dans le cadre de notre étude, à faire la promotion des professions de la santé dans les établissements d'enseignement, entre autres au secondaire. Donc, c'est donc un encouragement pour aller vers des professions plus hautement qualifiées et de ces employés-là aussi qui ont été sollicités ou qui ont été comme stimulés au secondaire. On a pu en rencontrer également et des gens donc sont sur une trajectoire intéressante là, sur le plan professionnel, mais où la flamme initiale a été allumée durant leurs études au secondaire. On peut considérer également qu'il y a du recrutement interne également qui peut se faire. Il y a des mouvements entre les installations de même CIS également, où les établissements désignés peuvent être considérés comme étant plus ou moins attractifs comparativement à d'autres installations d'une même région. Sur la sélection du personnel, je vais m'intéresser essentiellement à la maîtrise des langues officielles. En contexte de pandémie, je vous avoue que ce critère-là a été moins priorisé comparativement à l'importance de garantir la continuité des services. À l'occasion, une conversation en anglais pouvait suffire. Mais voilà, le fait de ne pas avoir de critères suffisamment clarifiés ou qui ne sont pas suffisants pour pouvoir exercer un emploi prête à conséquence. Encore ici, on parle de capacitation ou d'incapacitation dans ce cas-ci. Hein, quelqu'un qui ne maîtrise pas un niveau effectif d'anglais va réaliser son travail de manière beaucoup plus stressée. Il est susceptible de sursolliciter ses collègues. On peut se poser des questions sur la qualité des soins qui vont être apportés. L'accueil, encore une fois, toujours en lien avec la communauté. Quand les gens venaient de l'extérieur de la communauté, l'ensemble des témoignages qu'on a pu avoir de la part des employés, c'est qu'ils ont été très, très bien reçus par leur équipe de travail. Les supérieurs immédiats qu'on a pu rencontrer sont fort conscients de devoir faire bonne impression quand ils accueillent un employé. Et voilà, on a même vu à certains endroits, désormais, on formalise l'accueil des employés. On a des listes de vérification, des checklists là, pour vérifier si l'accueil a bel et bien été fait. À l'intérieur même de la communauté, ces travailleurs-là, venant de l'extérieur, ce que les organismes nous ont dit, c'est qu'il y avait des appuis ponctuels, donc à l'installation des recrues, mais qu'il n'y avait pas d'opération grande séduction, un terme qui a émergé hier. Certains témoignages de recrues qu'on a pu interviewer nous ont dit que ça pouvait prendre du temps de s'intégrer à la communauté, aux communautés qu'on a étudiées en région, et que certains représentants même d'organismes nous ont avoué que la communauté pouvait être relativement fermée à l'accueil d'employés qui pouvaient juste être de passage là, dans une région donnée. Formation linguistique d'appoint, donc, faisant suite à l'accueil, les programmes de dialogue McGill ont été mentionnés par tous, sauf par les participants professionnels de recherche qu'on a pu rencontrer au CIS des Laurentides, ce qu'on a trouvé un peu étrange, là, d'ailleurs, mais en tout cas, les gens qu'on a pu rencontrer ne connaissaient pas ces programmes-là, mais ils étaient connus partout ailleurs et fort appréciés. On va en parler dans quelques instants. Là, ces programmes-là sont fort appréciés, jugés fort utiles également. Il y a une initiative prise au Jeffrey St. Bridget également pour les recrues à l'interne, venant de l'intérieur du CIUS de la capitale nationale,
qui veulent intégrer donc un poste avec un requis de maîtrise d'anglais, donc avec une initiative fort intéressante qu'on a prise pour ces employés-là, de manière à ce qu'ils puissent avoir un bootcamp là, pour pouvoir maîtriser l'anglais au niveau requis. Donc, ça, voilà des mesures qui sont fort effectives ici de capacitation en matière de maîtrise de la langue. Quelques résultats sur la charge de travail. Je vois que le temps avance. Infirmiers, les infirmiers et infirmières qu'on a pu rencontrer nous disent, s'il y a quelque chose à retenir d'ici, qu'il y a vraiment un défi à assurer. Et ça, on a entendu cette préoccupation-là hier, là, de faire en sorte qu'on puisse avoir des ratios qui sont sécuritaires. Hein? Et parfois, les ratios réels pouvaient dépasser les ratios sécuritaires. Alors, on nous a dit que la charge était raisonnable si on n'était pas en contingence. Adjointe administrative, même chose, c'est raisonnable, mais s'il n'y a pas d'absence. Les professionnels de la santé qu'on a rencontrés nous ont dit que c'est raisonnable, mais parfois, ça peut être énorme. Reconnaissance, pratique de reconnaissance, dans l'ordre ici, provient principalement des collègues, des proches au travail, des patients également. Par la suite aussi, reconnaissance donc venant des gestionnaires et par la suite aussi par les familles. Il y a des pratiques de reconnaissance que les employés ont pu reconnaître dans la communauté. En particulier, ça c'est dans certaines régions, ce n'est pas organisé partout, mais des journées de reconnaissance qui peuvent être organisées. Un barbecue l'été, distribution de crème glacée, par exemple, durant la même saison. Dans certains endroits, Jeffrey and Bridget, il y a un budget pour tenir des activités de reconnaissance. Et dans la région frontière, ce qu'on nous a dit, c'est que la communauté compense en offrant des services à la population qui sont développés. Soutien social, autre aspect important de la part des collègues. Je n'entrerai pas trop dans ce détail-là, mais c'est présent. S'il y a reconnaissance, il y a aussi une forme de soutien social. Chez les gestionnaires, alors des pratiques intéressantes ici, puis ça, on entre dans la capacitation. Certains gestionnaires vont se donner, j'allais dire, ou vont proposer à leurs employés qui sont plus réticents de parler en anglais, de converser avec eux en anglais, pour pouvoir les rendre plus à l'aise, pour pouvoir les mettre davantage en confiance. Et certains vont aussi offrir ce que moi j'ai appelé des tâches défis à certains employés qui démontrent un potentiel particulier. Là. Et à l'intérieur de la communauté, quand on parle de soutien social, on a eu des témoignages assez importants donc d'employés qui nous disaient que dans leur quotidien, en allant à l'épicerie, eh bien souvent les membres de la communauté les remercient pour les services qu'ils ou elles ont pu leur offrir. Une pratique intéressante ici qu'on a constatée, et ça c'est vraiment un enjeu aigu là, en Gaspésie, particulièrement avec la DPJ de la Gaspésie, pour des travailleurs sociaux qu'on a de la difficulté à recruter. Il y a des employés d'organismes qui vont offrir, ça c'est ponctuel, là, d'accompagner les TS dans des situations sensibles. On sait à quel point, avec la DPJ, les cas peuvent être sensibles. Alors, ces employés-là vont être présents pour pouvoir soutenir certaines interventions pour établir un contact initial avec des gens de la place là, qu'ils vont connaître. Et donc, faire en sorte que les nouveaux employés qui vont intervenir dans ce type de situation-là soient sensibles à une culture locale particulière qui est à considérer dans le cadre de leur travail. Autre pratique intéressante aussi, celle de créer des espaces de discussion sur la prestation des services. Ça, c'est une pratique qui est proposée par un auteur, Aubry, de l'UQO,
l'Université du Québec en Outaouais, qui propose, lui, et qui étudie en particulier les préposés aux bénéficiaires, de regrouper ces personnes-là, pas uniquement les PAB, mais avec d'autres aussi, de manière interdisciplinaire, avec d'autres collègues, pour pouvoir trouver des solutions informelles afin de pouvoir traiter des problèmes organisationnels, des problèmes beaucoup plus terre-à-terre là, de soins à offrir à certains patients. On va un peu plus loin, donc, et là, on s'intéresse davantage aux pratiques de fidélisation, évaluation de la contribution, ce qu'on appelle l'évaluation du rendement. Nos gestionnaires qu'on a rencontrés nous ont dit qu'ils en faisaient, parfois aux 6 mois, parfois à l'année, parfois même, ça peut aller jusqu'aux 2 ans, mais on nous a dit que spécifiquement, le thème de la maîtrise des langues officielles est absente de la procédure officielle d'évaluation. Alors, si on veut avancer là-dessus, je pense que c'est des points auxquels il faudrait s'intéresser pour voir dans quelle mesure nos employés sont à l'aise d'offrir des services dans la langue minoritaire et de les appuyer en conséquence. Des formations qui sont offertes formellement. On parle évidemment de dialogue McGill. J'en ajouterai une autre ici qui est intéressante, qui a été une demande faite par les gens qui nous ont dit que quand on est en contexte de CHSLD et que, bon, il faut offrir une prestation de service soit en français, soit en anglais, mais quand on est devant des gens qui sont graduellement en incapacité de maîtriser les langues, comment se déroule tout ce processus-là, graduellement, d'une maîtrise du langage qui peut devenir déficiente avec le temps, ou à des moments donnés, une personne va davantage maîtriser une langue qu'elle a parlée durant son adolescence, par exemple, pour régresser vers une autre langue éventuellement qu'elle ait pu maîtriser. Alors, si on demandait hier quels étaient les thèmes de recherche qu'on pourrait approfondir, puis je trouve que ce serait quelque chose qui pourrait être approfondi. Comment offrir une prestation de service auprès de patients dont les capacités langagières sont en diminution. Autre ici, de manière informelle, les organismes offrent ce qu'ils ont appelé des brown bag lunch, l'équivalent du Café de Paris dont on a entendu parler hier. Je trouve que ce sont des initiatives extrêmement intéressantes pour pouvoir rafraîchir donc la maîtrise de l'anglais. Rétention, quel résultat on a eu? Rarement les gens nous ont dit, il y a peut-être un biais de sélection ici, qu'ils voulaient quitter. La très grande majorité des gens nous ont dit qu'ils ne voulaient pas quitter. Et vous avez les raisons ici. Certains avaient des doutes. Et les gestionnaires qu'on est allés interviewer nous ont manifesté des signes d'hésitation à répétition concernant leur intention ou non de quitter leur emploi. Rétention, fidélisation, donc quelques idées que nous ont soumis les employés. Toujours cette idée-là d'évaluation ici, de sonder, voir comment vont les gens, être à l'écoute de leurs préoccupations, améliorer les ratios, c'est revenu en deuxième priorité, retirer la main-d'œuvre indépendante ou les agences avec des iniquités salariales qui couraient à l'époque, mais de moins en moins présentes avec les mesures qui ont été prises, meilleure communication, stabilité des postes, enlever l'examen d'anglais écrit pour certains, manifesté par certains employés. Si on résume donc, cohérence, davantage dans les stratégies RH, appliquer avec davantage de rigueur les critères linguistiques. Excusez pour la faute, là, et avoir un S à linguistique, et le suivi aussi de la formation. Je n'ai pas vu de suivi de formation. Une fois qu'elle est suivie, dans quelle mesure ça a été évalué, du moins à l'intérieur de l'organisation, point d'interrogation ici, mais on a vu déjà des progrès sur ce plan-là. Faire de la planification de la main-d'œuvre selon les langues officielles, soutenir aussi l'évolution de carrière. On en a vu de ces gens-là qui ont pu évoluer en carrière grâce à des programmes de développement, des programmes de développement offerts par les établissements. En ce cas, on a des organisations qui sont capacitantes.
La charge de travail est à risque élevé. Hein? Elle tire davantage vers le pôle difficile de notre modèle qu'on a présenté tout à l'heure. La reconnaissance est présente, aucune manifestation de dévalorisation pour reprendre notre modèle initial, mais les manifestations de reconnaissance sont présentes et sont présentes même aussi parfois de la part de la communauté. Il y a du soutien social qui incite à demeurer donc dans le milieu de travail, mais jusqu'à quel point les gens s'investissent, ça reste encore une interrogation. Est-ce que la communauté est capacitante? Il y a des soutiens ponctuels donc à la prestation de services, je le parlais tout à l'heure avec le cas de la Gaspésie. Les collègues des communautés intégrées aux équipes, hein, je faisais référence à ces techniciens-là en loisirs tout à l'heure, c'est une initiative qui est fort intéressante, ça pose question. On le voit dans quelques instants, je termine. Et le soutien informel aussi vers la maîtrise de l'anglais, dans la bonne humeur, ça aussi, ce sont des mesures de capacitation fort intéressantes. Donc, en conclusion, quelles conditions pour permettre de demeurer durablement en santé, élargir ses possibilités d'action dans les deux langues officielles, différentes pratiques ont été présentées, différentes expérimentations. Développer la dimension communautaire de l'environnement capacitant. Donc, est-ce qu'il y a des offres d'opportunités? Alors, oui, certainement, avec les initiatives, quand on parle de présence dans les écoles secondaires, on vient accroître les candidatures à haut potentiel de rétention. Quand les gens viennent de la communauté, c'est des gens qui vont rester, qui sont susceptibles de rester longtemps en poste. Encourager les membres de la communauté à se former. Et puis, pourquoi ne pas envisager la bienveillance comme principe de mobilisation? Dans le dernier Québec Science, vous allez le voir, je vous encourage vivement à aller lire. Il y a un reportage sur les dernières recherches qui ont été faites sur la bienveillance. Et comme quoi la bienveillance, je l'ai dire, est à la source hein, de toutes sortes de grands modèles là, qu'on nous a présentés hier. Et qu'exercer un travail dans la bienveillance peut même avoir jusqu'à un potentiel de mobilisation pour les travailleurs. Alors, la réponse à comment s'investir, bien, pourquoi ne pas offrir des conditions aux gens suffisantes pour justement qu'ils puissent manifester cette bienveillance-là qui en soi est mobilisatrice. Alors, merci beaucoup pour votre attention.